Premières impressions, c'est l'interco des publications littéraires, artistiques, papier ou numérique. Bonjour, je m'appelle Alexis Vaillancourt. Je suis professeur au département de français du Cégep de Saint-Jérôme et coordonnateur de Premières impressions, l'intercollégiale des publications littéraires et artistiques. Il me fait plaisir de vous accueillir chez nous, à Saint-Jérôme, patrie du Père du Nord, grâce à qui on ne le perd jamais. Le Nord, c'est par là. Non, c'est par là. Enfin, pour nous, le Nord a toujours été clair dans ce projet-là, c'est-à-dire qu'on avait 3 objectifs. Partager les pratiques d'édition, célébrer la création et mettre en valeur les publications étudiantes. Et c'est justement la raison d'être de ce gala. Donc, 5 prix seront offerts, mais pas des prix seulement en argent. Ils seront accompagnés d'un trophée, un apostrophé, création de Jean-Lionel Lapierre, étudiant en arts visuels au Cégep de Saint-Jérôme. Commençons sans plus tarder avec le prix des participants et participantes, un prix que vous décernez puisque vous avez pu consulter les publications des autres collèges et parmi elles choisir votre coup de cœur. Et qui de mieux pour décerner un prix étudiant que le directeur à la vie étudiante au Cégep de Saint-Jérôme, Alain Bouchon. Alain, à toi la parole. Merci Alexis. Bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous présente le prix Coup de cœur, décerné par vous, participantes et participants, de ce tout premier intercollégial des revues littéraires. On va se le dire, cette année, c'est une année assez particulière, voire même assez difficile même pour les activités parascolaires. Très peu d'entre elles ont eu lieu en présence, comme on a l'habitude de le faire, règle générale. Par contre, on a vraiment réinventé la façon de faire des activités parascolaires par le mode virtuel, mais toujours avec le même désir, le même souci, de vous permettre à vous, chers étudiantes et étudiants, de vivre des moments extraordinaires, des moments magiques, des moments qui vont permettre de vivre des situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer, partager vos passions, vraiment vous réaliser. Et tout ça dans votre parcours collégial. Vraiment, chapeau pour votre passion, chapeau pour votre détermination, votre persévérance, votre courage. Vraiment, vous êtes vraiment impressionnant et ça, on tient à vous le souligner. Merci également à tous ceux et celles qui ont organisé dans les différents collèges des activités parascolaires. Vraiment, ça n'a pas été facile, on a dû se réinventer, mais vous y êtes arrivés. Je pense entre autres à notre ami Alexis, qui lui aussi a fait preuve de détermination, de persévérance pour mener à bien le tout premier intercollégial, et non le moindre. C'est le premier et non le dernier intercollégial des revues littéraires. Bravo Alexis, chapeau, mission accomplie. Maintenant, revenons à nos critères de sélection pour le prix Coup de cœur. Pour évaluer les qualités des publications qui vous ont été soumises, vous deviez prendre en considération la page couverture, la page d'accueil, le titre de la publication, la cohérence de l'ensemble, l'originalité, l'appréciation générale. Et maintenant, voici le dévoilement des mises en nomination. Premier finaliste, la revue Horizon du collège Hansick. Deuxième finaliste, la revue Tric Trac du Cégep du Vieux-Montréal. Troisième finaliste, la revue Étendard du Cégep de Saint-Jérôme, revue que je connais bien. Quatrième finaliste, la revue Espace Création du Cégep de Beauce-Appalaches. Cinquième finaliste, la revue Clac du Cégep de Bois-de-Boulogne. Et maintenant, les gagnants, et c'est ex aequo. Donc les gagnants, les lauréats de cette première édition de la revue littéraire, des revues littéraires, sont la revue Horizon du Collège Hansick et la revue Étendard du Cégep de Saint-Jérôme. Félicitations à nos lauréats qui se partageront le prix et repartiront avec 250 $ chacun. Donc, félicitations à nos lauréats. Félicitations à tous nos nominés. Passons maintenant au prix du meilleur texte poétique. Et c'est là que je vous réserve une petite surprise. J'avais pensé à la phrase de Léo Ferré. « Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie.
Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon le fait avec l'archet qui le touche. Et je me suis dit que ce serait une belle façon de mettre en valeur vos textes que de les faire lire par un duo de comédiennes professionnels. C'est pourquoi j'ai fait appel à Claire-Vie Tiempon, diplômée en 2003 du Conservatoire d'art dramatique de Québec en jeu théâtral. Elle a participé à plus d'une trentaine de productions sur les scènes du Québec. Création, répertoire, théâtre jeunesse, jeux physiques, marionnettes. Elle s'est frottée au théâtre dans toutes ses dimensions, ou presque. Elle termine actuellement une maîtrise à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Et Xavier Malo, qui lui navigue depuis 2007 sur les scènes du monde, Amérique du Nord, Europe et Asie. À titre de comédien, il a participé à plusieurs créations avec Dynamo Théâtre, Omnibus, Matériaux Composites et j'en passe. Et s'est aussi frotté à des emblèmes du théâtre québécois comme Larry Tremblay et Normand Chorette. Depuis 2008, il a ajouté à sa carrière la pratique de la danse contemporaine avec des compagnies telles que Sursaut, Les Imprudences, Synodance. Donc, je me suis permis de lire ces textes en lice, de les résumer et de choisir parmi ces extraits-là ceux qui me paraissaient les plus savoureux et de vous les offrir par le biais de ces comédiens professionnels. Donc, Xavier Malo présentera d'abord, pour la revue Horizon du Collège Annecy, un texte d'Antoine Nadeau, Rhapsodie de Bélial. Il s'agit d'un poème allégorique où Bélial, le mâle, prend la parole. Il apparaît comme le véritable créateur de la vie et triomphe de Dieu et des humains. Bien sûr, je persistai, et de ma rage naquirent mammifères, dinosaures, et enfin les primates. Ces derniers m'ont ravi par leurs attraits, que ne partageaient point leurs contemporains, aussi malléables que l'or, et pourtant fragiles comme les ailes d'une mouche. Enfin, un spécimen qui servait mes ambitions. Ce qu'il fit à merveille, puisque de notre union naquit l'espèce humaine. Claire-Vie Tiempon nous présente Anatomie en temps de pandémie de Marion Morissette du journal Le Renard du Cégep Garneau. Dans Anatomie en temps de pandémie, l'auteur rêve à une vie d'étudiante de cégep sans la COVID-19. Les mains, elles, devraient être sales, abriter autant de bactéries qu'un hôpital, si sales que tu pourrais, le long des lignes de ma paume, retracer les périples d'une longue journée. Quelques spécimens provenant du poteau gras de l'autobus, d'autres de la poignée de porte du campus, traces de surligneurs, petites notes pour les rêveurs, quelques résidus d'une pomme collante, gouttes de sueur dégoûtante. Aujourd'hui, mes mains sont vides. Elles sont devenues deux terres arides. Silence, je sombre par Laurence Paquette de la revue Étendard du Cégep de Saint-Jérôme. Silence, je sombre fait le portrait d'une noyade intérieure. Je prends en feu dans une pièce lointaine. J'ai perdu mon temps et l'horizon vitreux est désormais rouge. Si au moins je pouvais exiger la fin de l'océan. Je veux me baigner dans une mourante retombée. Dieu considérera que dans les nuits difficiles, j'ai baissé le drapeau. Heureusement pour moi, voici mon dernier cri. Le chapiteau des 7 péchés par Philémon Charpentier de la revue Panache du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce poème revisite les 7 péchés capitaux à la lumière de notre époque. D'aucuns savent vraiment qui tire les ficelles. Lorsqu'une personne connue se produit sur une scène, certains se cachent dans l'ombre, retirent tous les profits. Toi, tu n'en savais rien et tu les laissais faire, te croyant éternel au sommet de la gloire, certaine que ton nom resterait dans l'histoire. Tu ne te doutais guère que ton temps passerait. Ils t'ont tous quitté. Même la douce caresse de celui qui chaque jour, inlassable bourreau, utilisait ton corps comme un vulgaire pantin. Ce gars-là, finalement, sortit la main de ton cul. Petite marionnette, jetée comme un rebut,
Signé Orgueil. Pour les muets, par Amélia Landry, un slam tiré du magazine Espace Création du cégep Beauce-Appalaches. Pour les muets est un slam qui dénonce les meurtres cruels commis contre les jeunes enfants au Québec. Je suis Tilili, la fillette de Grenby. J'ai 7 ans. Je suis morte au printemps dernier. Parce que mes parents m'ont maltraitée. Ils m'ont frappée, ils m'ont enfermée, ils m'ont attachée, ils m'ont affamée, ils m'ont humiliée tant que je ne peux plus parler. Parce que je suis morte au printemps dernier. Je m'appelle Nathan, j'ai 3 ans. Je suis mort à Sherbrooke en 2011. Ma mère m'a étranglée. Je ne peux plus parler. Je m'appelle Jérôme, j'ai 7 ans. Je suis mort en Gaspésie en 1996. Mon père m'a brûlé vif. Je ne peux plus parler. Murmure de mur par Justine Camiran pour la revue en ligne Le Fol Espoir du cégep de Maisonneuve. Pourquoi résumer un poème quand on peut le lire en entier? Le voici donc. On m'a souvent dit que j'avais le teint tapisserie, visage tacheté de rousseur. Lourds vêtements de plâtre m'encastrent lentement, nécrosent mes gestes rares. Être de charpente inorganique. Voix écho, mes mots ricochets, brins de scie crachés à l'autre. Cheveux de laine minérale enserrant mon cou, taisent mes murmures de murs. De l'amour en jaune par Misha Globinski du journal L'Éclosion du cégep de Sainte-Foy. L'auteur de l'amour en jaune s'interroge sur la difficulté que l'on peut avoir à dire « je t'aime ». La Saint-Valentin est venue et partie comme l'air d'une chanson d'amour. Mon texte se veut la ponctuation du silence laissé derrière. Je t'aime. Jean-Pierre Ferland chante une formule tellement simple, mais souvent terriblement difficile à faire passer nos lèvres. Ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras. 3 mots. Quelque part entre nous. Faudrait y aller. Le corps par Raphaël G. Grenon de la revue L'Achalé du cégep de Victoriaville. Le corps parle des obstacles à l'épanouissement du corps lorsque celui-ci est convoité, parfois abusé ou même violé. Les terrasses sont ouvertes, les cœurs aussi. Ma peau est chaude alors que le soleil la rosit. Les vêtements raccourcissent, mes cuisses vous courtisent. Ne suis-je pas tentatrice lorsque je me balade devant vous, séductrice? Peu importe si mon but est de me rafraîchir, je n'ai qu'à m'en les dire. Alors les vêtements se multiplient, tentant désespérément d'éviter votre infamie. Un poème sans titre de Camille Racicot pour la revue Tric-Trac du cégep du Vieux-Montréal. Il s'agit d'un poème qui présente notamment l'usure du langage comme le miroir d'un monde vidé de son sens. On a vidé les mots, on les a usés, on les a foutus à la sécheuse sans tenir compte des instructions. On s'est tanné de les porter. Trop, c'est comme pas assez. Maintenant, les sons sont vides, les mots blancs. On les a arrachés de leur sens, dénudés. On a versé des noix de Grenoble dans nos brownies, on a remplacé nos steaks par du tofu, et on ne s'entend plus. Avant de nommer le texte gagnant, je dois dire que le jury a souhaité, pour chaque prix, offrir aussi une mention. Donc à un texte ou une revue qui n'avait pas gagné le premier prix, mais qui avait attiré leur attention. Et donc, pour le prix meilleur texte poétique, la mention va à Murmure de mur de Justine Camiran du cégep de Maisonneuve. Et voici ce que le jury a écrit au sujet de votre texte.
Le jury a été unanimement séduit par ce poème où la voix étouffée narratrice nous rapporte le regard des autres sur la maison vide qu'elle se sent être. Un texte que l'on a envie de relire en boucle pour empeler toutes les couches de peinture jusqu'à la vérité de la charpente. Voilà, maintenant je laisse la parole à Myriam Caron-Belzile pour révéler le lauréat ou la lauréate. Camille Racicot conclut son poème Cheerios en nous disant qu'on ne s'entend plus. Sa voix, à elle, en tout cas, le jury l'a très bien entendu. Nous tenons à saluer l'émotion maîtrisée, l'évocation qui ne dévoile pas tout, mais qui, à coup d'images fortes, ne concédant rien à l'économie de l'ensemble, nous fait exploser des idées au visage. D'un point de vue plus personnel, je dois révéler mon penchant particulier pour la nourriture comme métaphore de tout, de soi, du monde, de l'idée qu'on s'en fait. Everything is cake. Ce qui est certain, c'est que Camille Racicot doit continuer à écrire et le Cégep du Vieux-Montréal, dans sa revue littéraire de Tric Trac, à faire de la place à de telles voix. Félicitations, Camille et le Tric Trac. Voici venu le moment de révéler l'apostrophé pour la meilleure facture visuelle, mais avant de révéler la publication gagnante, une mention du jury pour une publication qui les a particulièrement interpellés. Il s'agit de la revue Tric Trac du Cégep du Vieux-Montréal pour sa page titre. Le jury a particulièrement goûté la simplicité et l'humour de cette couverture acidulée, composée en parfaite adéquation avec le titre sans verser dans l'évidence. On aimerait connaître le nom du cheval qui ne figure pas dans les crédits. Maintenant, je cède la parole à Marc Séguin pour révéler la publication gagnante. Allô, je m'appelle Marc Séguin, je suis là pour annoncer le prix pour, l'apostrophé pour la revue de la meilleure facture visuelle pour cette année pour le concours intercollégial. On s'est réunis avec le jury et pour l'originalité de l'identité visuelle, pour l'équilibre du design, pour l'efficacité communicationnelle aussi, et parce que vous avez eu aussi une très très belle page couverture et qu'on sent qu'il y a une mainmise puis une emprise des étudiants sur le visuel de l'objet. Ben, on a décidé de décerner ce prix de la meilleure facture visuelle au Collège de Saint-Jérôme pour l'étendard. Félicitations. Présentons maintenant l'apostrophé du meilleur texte en prose. Et encore une fois, j'ai fait appel à nos comédiens professionnels, Xavier Malo et Claire Vitienpont, pour mettre en valeur vos textes. Commençons par Oasis, par Gabriel Legault, du Cégep Maisonneuve, la revue Le Fol Espoir, Clairvy. La narratrice de cette histoire habite dans une ville fictive qui a vécu un grand choc qu'on pourrait associer à celui de la pandémie. Elle tente d'atteindre l'oasis, lieu d'espoir et de savoir qui pourrait redonner vie à ce monde à jamais marqué par la catastrophe. Je cours à présent. Je le sens. Je sens l'humus et le béton humide. Je ressens le jardin urbain tout près. Mon corps est trop léger pour supporter mon cœur trop plein. Il va exploser sous la tension. Et qui sait, peut-être que ce jardin sera le sauveur de tous. Peut-être que son pollen se déposera sur les gens de la cité et qu'ils redeviendront heureux, qu'ils voudront à nouveau danser sous la pluie. Si salvatrice cette oasis. Je m'arrête à quelques pas de celle-ci, tant de possibilités. Que pourrais-je bien faire en premier dans ma nouvelle vie? La réponse me vient naturellement. Respirer. L'apnée a trop essoufflé mes poumons. Je fonce à pleine vitesse vers le jardin. Je m'écrase contre une vitre. La maison de janvier, par Charles-William Brière-Gaudet de la revue L'Étendard du Cégep de Saint-Jérôme. La maison de janvier raconte l'histoire d'un homme tourmenté par ses démons intérieurs. Dans l'extrait qui suit,
le personnage principal rencontre l'entité voilée qui habite son sous-sol. Lita est assise au centre de la chambre rose, drapée d'un voile immaculé. Sous le tissu blanc, s'esquissent les tracés de sa silhouette. Le périmètre de son crâne légèrement incliné sur le côté, la fine arcade de son nez, le contour délicat de ses épaules et ses genoux joints, le relief à peine visible de ses doigts osseux déposés sur ses cuisses. L'ampoule au plafond laisse couler sur elle un phare cristallin, donnant naissance ici et là, entre les plis du tissu, à de minces ombres liquides. Son mutisme habite la chambre rose, gorge l'air de son omniscience tranquille. Janvier, agenouillé devant elle, embrasse le sol de son front. Il est immobile, les bras allongés de chaque côté de son corps, paume vers le ciel. L'adoption par Anne-Mélodie Paquet, du journal L'Éclosion, Cégep de Sainte-Foy. Sous forme de questions-réponses, l'adoption explique ce que peut ressentir une personne issue de l'adoption internationale, dans un contexte où la différence est parfois prise pour cible. Comment c'est être un enfant adopté? D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours senti différente des autres. Je remarque que j'ai pas la rosette de ma mère, les arcades sourcilières de mon père ou les faussettes de ma sœur. Plusieurs hypothèses sont fréquemment émises en observant mon portrait familial. Des questions, à mon avis, plutôt indiscrètes surviennent et je sens une puissante pression à y répondre. Quand j'offre des réponses qui semblent très peu admissibles pour vous, je découvre alors votre regard, totalement différent, posé sur moi malgré vos efforts pour le cacher. La dite question « As-tu été adopté ?» vient habituellement assez rapidement lors de ma rencontre avec de nouvelles personnes. Je reste toujours sur mes gardes. Je peux donner l'impression d'être en contrôle, mais au fond, j'aimerais que vous ne vous permettiez pas toutes ces questions sur mon histoire. En fait, je suis comme vous, à quelques différences près. Juste avant, Michel Desrosiers, revue Tric-Trac, Cégep du Vieux-Montréal. Juste avant est l'histoire d'une relation difficile où la métaphore sert à exprimer les espoirs et les échecs qui la constituent. Le déni m'a envahi. Je voulais dormir. Une petite maison sur le bord d'une rivière. J'ai tangué parmi les feuilles mortes que personne n'avait ramassées à l'automne. La chaîne a cédé et je suis tombée. Mon dos était couvert de bleu, comme de petits éclairs qui montaient vers mon cœur. Un bonsaï de sang noir. Je me suis réfugiée à l'étage où les rideaux étaient tirés. Tu es venu me prendre une dernière fois. Qu'est-ce que je vais faire quand tu seras plus là? C'était pas une question. Ni toi ni moi n'avons répondu. Nous connaissions pourtant tous les deux la réponse, toi plus que moi. Je n'ai pas réussi à m'assoupir. La réalité m'a rattrapée rapidement. Le surlendemain, tu m'as achevé avec tes mots. Ne rien assumer à faire au lynx par Camilo Andrés Mendoza, de la revue La Chalée, Cégep de Victoriaville. Ne rien assumer à faire au lynx est un conte humoristique qui met en scène un détective qui découvre la scène de crime la plus surprenante de sa vie. En me retournant, je vis mon jeune partenaire Gabin Jack, qui était mon détective adjoint, et il descendait de son cheval lentement. Il venait juste d'arriver. J'ai vu sa face de mêlé quand il a vu tout le monde, je le comprenais. Il reprit rapidement son sang-froid et me dit « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici, Simonac? » Je sais pas. Il y a apparemment eu un crime grave. Faut aller voir, mais je t'avertis, je pense pas que ça va être beau, mon gars. Il lança un regard vers la foule avant de remuer la tête de haut en bas en signe d'approbation. On dépassa le maire, le médecin légiste, le directeur, le barman, le concierge, la sorcière. On a aussi dépassé mon frère, Marianne Bob,
qui avait l'air d'un gars avec le syndrome des yeux exorbités. Je le regardais dans les yeux, mais il ne pouvait pas détourner le regard de la rougeur de la ruelle. Donc on continua notre chemin, et c'est de même que, lentement mais sûrement, on est arrivé aux premières loges du fameux spectacle. La comtesse des métastases par Mélodie Charbonneau-Demers de la revue Panache, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La comtesse des métastases, c'est l'histoire d'une cégepienne qui doit composer avec les derniers jours de sa mère atteinte de cancer et avec sa vie de jeune fille de 18 ans qui, notamment, peine à lire Le Comte de Monte Cristo, un livre obligatoire pour le cours de littérature. 20h37, café. J'ai une date. C'est le gars de la pomme verte qui m'invite à prendre un café. Il m'intéresse depuis un certain temps, mais j'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un d'autre. Ce soir, j'ai dit oui pour éviter de regarder ma famille se morfondre. Par contre, j'ai pas envie de parler en face d'une personne avec une haleine de café. J'aime pas ça, les rendez-vous. Je dis pas grand-chose, je laisse toujours l'autre déblatérer sur lui-même, énumérer ses qualités, lister ses défauts, raconter ses plus grands exploits d'un gars de 17 ans. Il y a toujours un malaise, parce que je parle pas. Je ressens pas le besoin de te prouver que je suis intéressante. Bref, une fois rendu, il se passe tout ce que j'avais prédit. Plus le temps avance, plus il insiste pour me dire qu'il veut en apprendre sur moi. Parfait. J'ai 18 ans, je passe ma vie entre le cégep, un studio de danse et une maison où les personnes meurent. Je suis plus capable d'apprendre parce que mon cerveau est plein. J'aime pas ça, les dates. J'aime pas les livres obligatoires. J'aime pas la pitié. J'aimerais ça aimer la réglisse noire. J'ai pratiquement un orgasme quand Frank Ocean chante et je mange des pommes vertes le matin. Voilà. Tu me connais. Je me lève, je laisse 10 $ sur la table car j'ai trop d'orgueil pour me faire payer un café. Je le laisse être beau, seul, dans un café. Je monte dans ma voiture et je vais rejoindre ma famille. Le bonheur est égoïste par Mégane Massy, revue Horizon, Collège Annecy. Un psychiatre reçoit un patient bipolaire. Ce dernier lui révèle avoir compris la clé du bonheur après avoir tué et violé sa femme. Dr. Ouellet, si l'agression est inscrite dans le code génétique de l'homme, il n'y a pas de honte à en ressentir la peine. L'idéal serait même, si vous me permettez, de donner libre cours à nos pulsions. Libérer le fauve en nous. Ah oui, mais il y a une différence fondamentale entre l'homme et le fauve. L'homme est civilisé. Sans vouloir vous offenser, vous vous trompez, docteur. L'homme, a priori, n'est pas civilisé. Il vit en civilisation, ce qui est bien différent. La civilisation telle que nous la connaissons restreint la nature de l'homme. Elle l'empêche de se réaliser pleinement. Elle lui apprend à avoir honte de ses goûts, à les cacher. La seule façon de s'en défaire, c'est de mettre son propre intérêt au-dessus de tout. En fait, c'est plutôt simple. Le bonheur est égoïste. La jouissance, Dr. Ouellet, la vraie jouissance, ne peut provenir que de la domination absolue de son prochain. Vous êtes un homme intelligent. Ça fait aucun doute. Suivez donc mon conseil. Regardez l'individu en face de vous comme s'il ne valait rien. Il vous sera plus aisé d'en abuser et d'en jouir par la suite. C'est facile. D'ailleurs, vous avez déjà commencé. Chute par Maxime Ouellette, magazine Espace Création, Cégep Beauce-Appalaches. Le personnage de Chute explore ses souvenirs et le sens qu'il cherche dans cette vie à travers la figure de la chute. J'essaie souvent de remonter à la source, à ce qui pourrait être mon premier souvenir, parce que celui-ci représente la prise de possession de mon corps. Les photos peuvent nous jouer des tours, mais pas cette image-là.
où je suis torse nu dans ce que l'on appelait les cascades de Forestville. Celle-ci ne me joue pas de tour. Je connaissais le souvenir qu'elle immortalisait avant même de l'avoir vu. Parce que c'est lui le premier, le début. Je me souviens parfaitement de mon petit corps qui, du haut de ses 4 ans, se jetait d'une roche à l'autre dans la rivière. Je me souviens de ma mère interrompant sa conversation avec ma tante Christine pour me sommer d'arrêter. Je me souviens de l'envie démesurée de continuer. L'envie de me jeter dans le vide. L'envie d'avoir peur. Mais surtout, je me souviens de mes yeux ouverts et de mon corps impassible coulant dans l'eau noire des cascades. J'ai aussi le souvenir des bras de Christine m'enlaçant et de mes poumons enivrés par l'oxygène. Pantin de mes pensées par Claudia Tom, journal Le Renard, Cégep Garneau. Ponctué par les paroles de la chanson Overwhelmed de Royal and the Serpent, la narratrice de ce récit relate la difficulté d'avoir à composer avec l'anxiété. Chloé? Ah non, s'il vous plaît. Ma jambe commence à trembler, mes mains sont moites. Calme-toi, respire. T'as fait tes devoirs, t'as rien fait de mal. Imagine, j'ai pas pris toutes les notes au dernier cours. S'il me demande une réponse à un truc que j'ai pas complété, j'ai tout fait d'avance ou presque, mais on sait jamais. What's come over me? Peux-tu lire la question 5 et nous donner la réponse, s'il te plaît? Il y a dit 5 ou 7? Comment on lit déjà? Mon cœur bat trop fort, j'entends plus rien. C'est sûr que le monde sait que je vais me tromper. Ils doivent déjà se moquer de moi. Pleure pas, c'est pas le moment. Qui a monté le chauffage? J'ai une drôle de voix. Que personne ne remarque qu'elle tremble. Aletheia par Rosalie Caparros, revue La Claque, Cégep Bois de Boulogne. Dans ce conte allégorique, une jeune femme nommée Aletheia traverse un monde fantastique où les apparences sont souvent trompeuses. Dans l'extrait présenté, Aletheia fait référence à une panacée qui a bouleversé sa vision des couleurs, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Ensuite, dans le bois aux chênes parleurs, Aletheia rencontra Monsieur le Diable, qui pratiquait ses discours. Elle lui fit part de l'histoire des panacées que les crapauds lui avaient racontées et l'épisode de la boutique aux champignons. Elle le prévint. « Ne va pas là, mon cher, leurs champignons ne sont plus bons. » Elle en profita pour lui demander conseil. Or, une chose est certaine dans ce type de monde, c'est que si l'on ne doit pas écouter les dires de quelqu'un, c'est bien ceux du diable, qui ne cherche qu'à tromper. Mais Aletheia ne se rappelait pas ce détail et lui demanda « Que devrais-je faire avec cette histoire de panacée? » Le diable lui répondit « Tu devrais partir à l'ouest, rejoindre ton compagnon de fortune, le prince à la longue traîne, et tu sauras alors si cette panacée pourrait lui servir. » Aletheia remercia le diable et le prévint en partant que l'ange était à ses trousses, donc qu'il devait faire attention. Encore une fois, avant de révéler le texte qui remporte l'Apostrophée, une mention du jury à un autre texte qui a été très apprécié. Cette fois, c'est pour La Maison de Janvier de Charles-William Brière-Gaudet du Cégep de Saint-Jérôme. Voici ce que le jury a écrit. Le jury attribue une mention à cette nouvelle qui se déploie dans une atmosphère dense et étrange, au lexique choisi pour nous engluer dans ses filets. Une proposition émanant d'un artiste multidisciplinaire investi qu'on a envie de suivre dans ses explorations tous azimuts. Et je cède maintenant la parole à Fanny Britt pour révéler le lauréat ou la lauréate. Alors, pour son texte beau et délicat, rempli d'une belle franchise qui fouette et qui réchauffe à la fois, un texte bluffant d'autofiction mélangé à une étrangeté singulière,
un texte qui fait preuve d'une maturité remarquable, qui suscite l'investissement de la personne qui le lit dès les tout premiers mots. Un texte écrit par quelqu'un dont on souhaite vraiment ardemment au jury qu'elle continue à écrire encore de nombreuses pages. L'apostrophé du meilleur texte en prose est remis à Mélodie Charbonneau-Demers du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour son texte « La comtesse des métastases ». Bravo, bravo, bravo! Voici venu le moment tant attendu du Grand Prix, le premier prix, celui de la meilleure revue offert par le jury. Et avant de vous quitter, je tiens quand même à mentionner que cette vidéo sera accessible sur notre site internet. Ainsi, les lauréats, les lauréates qui, dans leur moment de désespoir, à tâtons dans leur jeunesse noire, alors qu'ils se demanderont s'ils sont la nouvelle Norvège, pourront retourner voir ces mentions heureuses qui leur rappelleront que oui, à l'occasion, ils ont fait de grandes choses. Et donc, pour le premier prix, il y a une mention du jury avant le premier prix, bien sûr. La voici. Mention pour l'utilisation créative du médium numérique, le Fol Espoir, Cégep de Maisonneuve. Le jury salue particulièrement l'intégration de balados dans la gamme d'œuvres valorisées par la revue, qui fait preuve d'un usage créatif des possibilités offertes par le support numérique. Le site, en bon trou de lapin, propose une grande diversité de contenus. Et maintenant, la parole à Marc Séguin pour révéler le lauréat. Allô, je m'appelle Marc Séguin, je suis artiste. Je suis aussi membre du jury pour l'attribution des prix de l'intercollégial de cette année pour les revues. Écoutez, je suis là pour l'apostropher de la meilleure revue, entre autres à décerner. On s'est entendu avec... on vient de terminer le jury avec Fanny Britt et Myriam Caron-Belzile pour décerner le prix de la meilleure revue cette année à un objet très beau, très cohérent, où il y a un mariage qui fonctionne très bien entre la littérature, entre le contenu éditorial et entre le visuel. Mais parfois, on dit que le diable est dans les détails. Dans ce cas-ci, chaque petit détail est venu compter et a pesé dans la balance pour la cohérence de son ensemble et pour son originalité. On est fiers de décerner le prix au collège Hunsick pour la revue Horizon. Félicitations. Premières impressions, c'est l'interco des publications littéraires, artistiques, papier ou numérique.